Export, non, c'est un groupe de services d'expertise comptable, d'audit et de conseil, fort de 33 associés et de plus de 400 collaborateurs, avec un positionnement essentiellement en Île-de-France. Je suis associé depuis 10 ans et j'exerce en fait la fonction de commissaire aux comptes. Et à travers cette fonction de commissaire aux comptes, j'ai un certain nombre de clients dans certains domaines d'activité, et notamment l'immobilier, puisque je suis commissaire aux comptes de foncières, cotées, non cotées, et également d'organismes HLM qui interviennent dans le domaine de l'accession sociale à la propriété. C'est pas une nouveauté, hein, il y a une crise immobilière assez importante qui est liée à plusieurs phénomènes. Le principal phénomène il a été l'augmentation des coûts des matières, l'augmentation des taux d'intérêt qui ont entraîné en fait une baisse de la production des emprunts. Là, le dernier chiffre en date, par exemple, la production de crédit est encore en baisse en novembre 2023, puisqu'il est de l'ordre de 9 milliards d'euros. Et donc à ce titre-là, automatiquement, certains ménages qui pouvaient prétendre il y a quelques années à l'accession sociale ont de plus en plus de difficultés à obtenir en fait les crédits nécessaires et pour pouvoir prétendre à ces logements, quoi, à être primo-accédant. On espère que la crise est derrière nous, quoi. En tout cas, que ce soit pour mes clients et puis les ménages hein, qui veulent obtenir en fait être primo-accédants, pardon. Et donc on espère que les taux d'intérêt, ce que disent les experts, c'est qu'on est sur un plateau, c'est-à-dire que sur des durées de 20 ans, le taux d'intérêt est de l'ordre de plus de 4%, mais ils estiment une légère baisse sur le deuxième semestre 2024. Maintenant, voilà, la difficulté, c'est que la crise a eu un impact aussi sur la production de logements. Et là, toutes les productions qui n'ont pas été faites, puisqu'une opération, c'est entre 24 et 30 mois. Et donc à partir de là, si les opérations n'ont pas été lancées, il va y avoir un retard à l'allumage en fait, pour les années à venir et pour la livraison des prochains logements. Alors le PSLA a été mis en place en 2004 par les pouvoirs publics. Alors comment ça fonctionne le PSLA? Le PSLA, au départ c'était pour les organismes HLM et également les promoteurs privés, mais moi ce dispositif, je le vois et j'analyse à travers mes clients qui sont dans le secteur HLM et qui permettent en fait de pouvoir en fait mettre à disposition ce dispositif auprès de leur clientèle, les accédants en fait dans le cadre d'un parcours résidentiel qui sont soit dans le locatif et après qui veulent devenir propriétaires. Alors en deux mots, pour faire simple, le PSLA, il y a deux phases. Donc il y a la phase de construction, donc à partir de là, c'est l'opérateur qui prend en charge en fait la phase de construction et qui souscrit un emprunt PSLA. Et l'accédant va signer un contrat de réservation au début de l'opération et après un contrat de PSLA, un contrat de prêt social location accession, et on va rentrer dans une phase locative. Donc c'est-à-dire que la phase locative, il va payer une redevance. Cette redevance, en fait, c'est une part de loyer plus une part acquisitive. Cette part acquisitive sera déduite sur le prix de vente au moment où il pourra lever l'option. C'est-à-dire que le PSLA donne la possibilité de lever l'option et d'être propriétaire à partir de 6 mois dans cette phase locative. Donc on est toujours dans un accompagnement de l'accédant en fait, par rapport à cette notion de primo-accédant. Donc ça, c'est le premier produit de PSLA qui offre également des avantages puisqu'il y a une exonération de taxes foncières pendant 15 ans, une TVA à 5,5%, donc ce qui permet en fait de réduire le prix de vente, et les plafonds de prix de vente aussi sont plafonnés. Donc, et là, on touche une population modeste et qui permet en fait de pouvoir prétendre à des premiers logements et grâce à ce dispositif. Alors le BRS, c'est plus récent puisque c'est un dispositif juridique qui a été mis en place en 2016-2017. Le BRS, c'est quoi? Le BRS, c'est en fait le principe de la méthode anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'on dissocie le foncier et le bâti.
contrairement au PSLA où l'accédant va être propriétaire du foncier et du bâti, là le BRS en fait, il va être propriétaire du bâti, mais le terrain va être acquis par un organisme qu'on appelle l'OFS, un organisme foncier et solidaire, qui va acheter le foncier et qui va après céder les droits au propriétaire, au primo-accédant, et donc ce primo-accédant va payer une redevance pour pouvoir bénéficier en fait un droit réel en fait du foncier, et il va acheter en parallèle le bâti. Donc le BRS permet, puisque le propriétaire n'est pas propriétaire du foncier, donc en fait le prix de vente automatiquement va baisser de l'ordre entre 20 à 40% en fonction des zones. Et donc ça permet en fait de continuer à promouvoir en fait et développer des programmes sur des opérations, sur des zones tendues, et donc donner la possibilité à des primo-accédants de pouvoir acquérir un bien. Voilà, il y a des avantages puisqu'on est aussi sur des plafonds de ressources. Et on est sur une TVA 5,5, on a une exonération qui n'est pas systématique au niveau de la taxe foncière, puisque c'est en fonction des municipalités. C'est-à-dire que ça dépend après des décisions qui sont prises au niveau local, mais les taxes foncières ne sont pas systématiques, et ça peut être de l'ordre de 30% à 100% dans le meilleur des cas. Voilà, en 2 mots, le BRS. Ces dispositifs fonctionnent sur tout le territoire. Donc le BRS, comme je vous l'ai expliqué, on n'est plus sur des zones très tendues. Qui peut y prétendre? Alors il y a eu une augmentation des plafonds de ressources qui a été mis en place en 2024. Un exemple avec découpage par zone. Donc un exemple, si vous prenez une zone A, la zone Paris, région parisienne, une famille avec 2 enfants, on a des plafonds de ressources qui sont de l'ordre de 86 000 €. Alors, les plafonds de ressources qui sont retenus, on raisonne en N-2 au niveau de la contrat de réservation. Et on prend le revenu fiscal de référence. D'accord ? Donc ça touche, avec ces nouveaux plafonds, une population beaucoup plus large. Donc c'est bien, vous allez me dire. Mais le problème, c'est que ces produits-là, qui sont des produits niches, avaient pour objectif, au départ, de toucher une population modeste, plus modeste. Là, en élargissant la base, automatiquement, on perd un peu ce type de clientèle, ce type d'accédant. Et c'est là où il faut être quand même vigilant, en fait, par rapport à... Voilà, il faut vraiment que ces outils, qui sont encore une fois des produits de niche, ça ne remplacera pas une politique du logement importante et efficace. Donc c'est là aux OFS, en fait, qui sont propriétaires des fonciers, à être vigilants pour cibler quand même une clientèle, des accédants qui peuvent encore bénéficier et qui sont la référence de base, en fait, de l'origine, en fait, de ces dispositifs. Comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire que ce sont, je rappelle, c'est des produits qui sont, au niveau de la production, on est sur des volumes quand même assez faibles. BRS, c'est des produits récents, puisqu'il y a 6-7 ans. Et donc, automatiquement, tant que les programmes se mettent en place, c'est pas immédiat, l'effet n'est pas immédiat. Et puis, ça touche, en fait, une population qui est quand même assez restreinte, puisqu'elle a ces plafonds de ressources. Et pour répondre à votre question, non, il ne faut pas que ça, parce qu'en fait, il faut que les banques jouent le jeu, c'est-à-dire qu'il faut que les collectivités, par rapport à l'apport des fonciers, il faut vraiment, encore une fois, j'insiste, une politique du logement importante, en fait. C'est pas avec ces 2 produits, c'est pas des produits miracles. Donc à partir de là, il faut vraiment que les banques jouent le jeu. De plus en plus, les banques demandent des apports pour que les accédants puissent bénéficier d'emprunts. Donc, c'est-à-dire que ça limite vraiment le nombre de personnes, d'accédants qui peuvent en fait bénéficier à ces mesures. Donc, alors, en effet, il y a le PTZ, qui a été également modifié à compter du 1er janvier 2024, mais ça va pas tout révolutionner. Donc, il faut vraiment que ça soit une politique plus profonde. Ça passe peut-être par une stabilité des taux pour que les gens puissent bénéficier à recours d'emprunt. Et puis, voilà, au niveau des matières, on est quand même, là, je pense, même si ça a encore augmenté, on est quand même sur une stabilisation également. Ce n'est pas des produits miracles, ce sont des produits qui vont permettre de faire un peu de contribuer à plus d'accédants, mais ça ne va pas résoudre toutes les problématiques.